Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. Je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ces 9e rendez-vous en sciences humaines et sociales, Avenue Centrale, puisque c'est le titre de ces rencontres régulières. Alors on accueille aujourd'hui un presque pensionnaire de la maison, Alain Faure. Alors Alain Faure, quoi dire, directeur de recherche en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes. Merci d'être là, Alain. Donc avec Alain Faure, c'est aussi le cyclisme, le rugby, le parapente et la musique qui entrent à la maison des sciences humaines. Avec lui, c'est aussi et surtout la passion et l'émotion qui vont faire irruption dans ce Midi 2, irruption dans les sciences politiques, et qui vont servir de clé de lecture dans le Big Bang des territoires et des organisations. Donc on a du mal à s'en sortir dans la lecture aujourd'hui de la fabrique des territoires, et on a aussi du mal à s'en sortir dans les positions, les postures, les compétences des uns et des autres. Et là, il y a une clé de lecture qui nous est donnée, non pas sur les territoires, mais, me semble-t-il, sur celles et ceux qui sont amenés à les piloter ou à les co-piloter. Alors, ces travaux récents à Alain Faure s'inscrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tournant des affects ou le tournant affectif en sciences sociales, qui touche même la géographie, puisqu'aujourd'hui, il y a une géographie des émotions. Alors, Alain Faure, qui aime les énigmes et les épreuves, nous incite à explorer la voie émotionnelle en politique. Alors on savait que la politique se nourrissait de drames, de désirs, de blessures, d'aveuglement et d'intuition. Parfois on s'en délecte, parfois on le déplore. On sait moins l'importance des émotions dans les engagements et les positionnements idéologiques des uns et des autres. Et on sait encore moins ou presque rien sur les premières émotions politiques des élus locaux, ce que j'ai appelé les moyens fauves, pour les comparer aux grands fauves, mais parfois ils sont des grands fauves dans des postures d'élus locaux. Je parle sous le contrôle bienveillant, je l'espère, de Marc Bayetto qui est dans cette salle. Voilà, et ces moyens fauves, disons qu'Alain Faure, et non pas Alain Fauve, ça commence, étudie depuis longtemps. Voilà pour les quelques mots de présentation. Pour les nouveaux qui sont parmi nous, je rappelle simplement qu'on a une demi-heure de présentation. Je rappelle aussi à Alain qui connaît le principe. Ensuite, un quart d'heure de débat, d'échange convivial ou pas convivial avec Alain. Et puis ensuite, on se retrouve autour d'un petit buffet. À vous. À vous. Merci pour cette invitation et cet exercice. Quand j'étais enfant-adolescent, je commençais dans la confession, je regardais avec gourmandise l'émission d'Henri Chapier, Le Divan. Et le fait d'être aujourd'hui invité par le fils caché d'Henri Chapier pour faire un remake du Divan avec un... C'est Laurent Bègue. C'est pas rien. Et du coup, en préparant le topo, je me suis dit je vais tirer ce fil de la confession pour essayer de voir pourquoi cette recherche, d'où vient cette recherche sur les émotions. Et je me disais, si je gratte dans mon enfance, il y a deux exercices que je faisais très souvent de façon un peu obsessionnelle et que je retrouve dans mon métier de chercheur. La première, c'est que quand j'étais en dialogue avec les gens, j'étais toujours obsédé de me mettre à la
place des gens dans leur peau et d'essayer d'imaginer ce qu'ils allaient raconter. J'avais toute une artillerie de questions pour faire des relances pour que les gens me racontent comment ils voyaient les choses. Donc, je m'aperçois que dans la recherche, je fais ça, donc c'est un fil. Et puis l'autre fil qui est un fil plus sur la politique. Pourquoi je travaille sur la politique? Je me suis aperçu que très tôt, par rapport à la question du pouvoir, moi j'étais fasciné de voir que les élus étaient obligés, qu'ils étaient redevables de leurs électeurs. C'est-à-dire qu'on voyait souvent, surtout le pouvoir de l'autre côté, hein, la Boétie, la servitude volontaire, pourquoi les gens obéissent à l'État. Et moi j'avais toujours cette intuition que c'était un jeu des deux côtés. Les élus étaient en permanence attachés à leurs électeurs. Et après, il a fallu que je trouve un objet transitionnel. Ça a été une thèse de Sciences Po que j'ai fait sur les maires ruraux en France, où d'une certaine façon, je me suis mis à creuser cette hypothèse de comment fonctionne le pouvoir local à partir d'un type d'élite, les élus locaux. J'ai eu quelques mentors scientifiques qui m'ont beaucoup marqué. Un ethnologue notamment qui s'appelle Marc Abélès, qui racontait, c'était ça le début de mes recherches, que pour faire de la politique à l'échelon local, il faut déjà être un éligible, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre d'éléments qui font qu'on va avoir envie de se présenter, avec des chances d'être élu. C'est-à-dire qu'indépendamment du mécanisme d'élection classique, il y a déjà une sélection avant. Ceux qui se présentent en politique ont des caractéristiques qui font qu'ils ont envie de faire de la politique. Et il poussait le bouchon plus loin, il disait, cette éligibilité, c'est pas la même d'un territoire à l'autre, même d'un village à l'autre. On ne fait pas de la politique pour les mêmes raisons, on ne s'engage pas à de la politique pour les mêmes raisons d'un territoire à l'autre. Donc, et puis l'autre mentor, c'était Pierre Muller, mon directeur de thèse, alors lui, il travaillait sur l'analyse des politiques publiques, et il nous racontait que pour faire du changement dans l'action publique, il fallait des médiateurs, il fallait des personnes qui à un moment cristallisent les informations et les énoncent de façon à que tout le monde les entende. Et que le changement, c'était d'abord une façon de raconter différemment les choses. Et moi, j'ai attaché ces deux choses en travaillant sur les maires ruraux entrepreneurs, enfin saisis par l'esprit d'entreprise. Et vous allez voir, j'en viens au sujet, une de mes techniques d'enquête, quand je commençais, que j'étais jeune, que j'étais doctorant, j'étais angoissé d'interroger des maires, je me suis dit, ma première question, ça va être pourquoi vous faites de la politique et est-ce que ça vient de votre petite enfance? Et c'était vraiment une ruse, moi plus pour me mettre à l'aise mon interlocuteur, puis une façon d'être en empathie. Et j'avais pas mesuré à l'époque qu'avec cette petite question toute bête, d'où sont vos premiers souvenirs politiques, vos premières émotions fortes, j'allais avoir un fil rouge dans mes recherches par la suite. Un fil rouge parce que à ce moment-là, on me raconte des choses assez étonnantes. Et quand c'est 5 personnes qui les racontent, on peut rien en faire. Mais là, les scientifiques qui sont dans cette salle le savent. Quand c'est 120 personnes qui racontent ces choses-là, quand il y a des variables qui sortent, ça interpelle, même si c'est du qualitatif, même si c'est un dialogue très intime avec une personne. Et donc, j'ai tiré ce fil rouge. Mais j'ai mis longtemps à le tirer. Et c'est ça que je vais vous raconter. Je suis plutôt entré dans la science politique classique. C'est-à-dire que la science politique, c'est des rapports de force, c'est du pouvoir, c'est des tensions, c'est de la domination, c'est le monopole de la violence légitime, pour parler en termes weberiens. C'est-à-dire que la science politique, c'est essentiellement centré sur le sang et les cris de la politique. Pour reprendre la formule de Churchill qui est dans l'intro, la politique, c'est de la peine, des cris, du sang et des larmes. Et moi, j'ai pas trop vu les larmes au début, même si je les avais en permanence dans les témoignages, et je me suis intéressé plutôt à la violence. Et il y a eu des déclics dans ma vie de chercheur qui font qu'à un moment, j'ai dit, je vais prendre les larmes beaucoup plus au sérieux. C'est de ça dont je veux vous parler, c'est assez récent. Ça m'est arrivé, mon propre traumatisme, c'est l'Italie, où j'ai passé 1 an dans une recherche sur le système politique à Naples. Et il y a eu un certain nombre d'éléments, c'est ce que je vais vous raconter ce matin, qui m'ont fait penser qu'il fallait prendre beaucoup plus au sérieux les passions dans l'analyse du pouvoir local. Alors la première image que je vous propose, le maire qu'on voit qui tient un verre de vin, c'est du vin bio, fait dans des conditions extraordinaires, dans un petit village au sud de Naples, en bordure de mer. Il est maire d'une petite commune, un port de pêche. Il s'appelle Angelo Vassallo. Et il a construit tout son mandat sur le rapport à la slow croissance, pas la décroissance, mais une autre façon qualitative de vivre. Il a fait toute une série de programmes complètement remarquables dans sa carrière, aussi bien sur le port que sur l'arrière-pays, que sur les modes de consommation à inventer. Et le petit médaillon que vous voyez à côté, c'est le jour de son enterrement. Il a été assassiné de 7 balles dans la tête et dans le cœur à bout portant
quelques mois après que je l'ai rencontré, c'est pour ça que je me permets d'en parler, par la mafia locale, ce qu'on appelle les chiens fous, c'est-à-dire des gens qui sont côté à la mafia mais qui ne sont pas dépendants de la mafia, mais qui travaillent avec la mafia. On n'a jamais su pourquoi, c'était en 2010, l'enquête n'a jamais donné d'éléments et ça a été un mouvement, il y a eu une émotion très très forte en Italie. Il était très connu à l'échelon national et international pour ses combats nationaux et internationaux. Et tout de suite, on a dit c'est le héros de la résistance des petits élus contre la violence, contre la mafia. Et moi, j'ai été voir les entretiens toute la journée que j'avais passé avec lui. J'ai été relire son témoignage et j'ai vu nulle part de la violence, j'ai vu nulle part du rapport de force, j'ai vu nulle part du combat. Et tout son témoignage était un témoignage sur la fierté de représenter, la fierté de faire des choses. Et il y a un long passage sur la mafia, et il me dit, moi la mafia, ça me pose pas de problème. D'une certaine façon, c'est un corps intermédiaire, comme les syndicats, c'est-à-dire c'est des groupes plus ou moins organisés, qui font pression sur mon action publique, parce que je fais des politiques publiques, mais je sais où ils sont dangereux, mais je vis avec, et c'est pas ça mon problème. Mon problème, pour faire de la politique, ce sont les habitants de mon village. Et il a tissé toute une réflexion en disant, je suis interpellé tous les jours, en permanence, pour répondre à des micro-demandes de mes électeurs. Et pas grand monde se soucie dans mon village de ma grande omission du mieux vivre que je développe à l'échelon intercommunal, à l'échelon régional, à l'échelon national, à l'échelon international. Il était président de l'association italienne. Et il racontait, en souriant, que finalement son combat, sa difficulté, c'était de faire le lien entre ce qu'on lui demandait localement et lui, ses ambitions dans sa façon de concevoir l'action publique à un échelon plus vaste. Première image. Seconde image, c'est Antonio Bassolino, à gauche, le sourire là, les yeux étincelants, maire de Naples à la fin des années 90, puis ensuite il est devenu secrétaire d'État, il a été ensuite commissaire du gouvernement, il est devenu président de la région Campanie, un très grand personnage de la vie politique italienne que j'ai rencontré, que nous avons rencontré. J'ai vu que ma traductrice italienne était dans la salle. Personnage, dans tous les entretiens que j'ai eus en Italie, dont on me parlait, quelqu'un qui à un moment est arrivé maire et qui a complètement bouleversé le jeu local en redonnant fierté à la ville de Naples, avec toute une série de mesures symboliques exceptionnelles où il a montré que Naples devait relever la tête, que Naples c'était pas que les déchets qui fonctionnent pas, c'était pas que la violence, c'était pas que la pauvreté, c'était un art de vivre, c'était un rayonnement sur l'Europe historique, donc un type absolument extraordinaire. Et là la photo est amusante parce qu'il est avec le cardinal Seppe, c'est le cardinal de Naples. Et Bassolino était au début de son mandat comme le cardinal, quelqu'un, une autre personnalité avec qui relevait presque du religieux, en tous les cas qui était adulé, qui avait une aura particulière. Et détail en passant, j'ai un peu travaillé du coup sur le cardinal Seppe que je suis pas arrivé à rencontrer, et on m'a dit que le cardinal Seppe, qui est un type adoré à Naples, a hésité dans sa jeunesse entre entrer dans les ordres ou faire de la politique. Je referme la parenthèse. Et cet élu, quand on est arrivé, il commençait sa descente aux enfers, où il était détesté dans la ville de Naples. Ou en tous les cas, il était contesté, discuté. Et je crois que sur les 100 entretiens qu'on a fait, il n'y a pas eu un entretien, on m'a pas parlé de Bassolino de façon complexe, contradictoire. Et je me suis dit, mais quelle est cette équation qui fait qu'on aime et qu'on déteste ce personnage? Et il me semble que j'ai commencé à avoir des clés explicatives quand les gens me disaient, depuis qu'il a quitté Naples, depuis qu'il a été secrétaire d'État, depuis qu'il a été président du conseil de la région Campanie, c'est-à-dire depuis qu'il a arrêté de juste nous incarner, nous napolitains, mais qui s'est occupé de choses plus vastes sur le domaine de l'emploi, des déchets, de la protection de la nature, de la culture, où il a fait des choses tout à fait extraordinaires. Donc, deuxième indice, deuxième interrogation, et puis troisième image, et je vais venir au sujet, vous allez voir, c'est lié. Vous l'avez peut-être vu, c'est une petite vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet, c'est au moment des manifestations de Hong Kong, un jeune qui a demandé en mariage sa compagne devant les caméras. Alors quand on clique la vidéo, on la voit de bout en bout, et il y a des millions de personnes qui tout d'un coup ont vu, ça a fait le buzz. Et en voyant cette image, je me suis dit, vous allez voir, c'est toujours le même sujet, des manifestations, beaucoup d'émotions dans les manifestations de Hong Kong, et où un élément, chez les manifestants, il y a des demandes très très variées qui s'expriment. Il y a de la joie, il y a du dynamisme, il y a une volonté de faire la politique autrement, et il y a aussi de l'intime, de la vie privée qui est exprimée tout d'un coup, qui saute aux yeux. Et les trois éléments qui sont liés sur les trois photos l'élément lié sur les trois photos que je vous présente,
C'est une idée qui a été développée par un anthropologue, Pierre Clastre, dans les années 70. Il travaillait sur les sociétés dites pré-étatiques, en tous les cas avant la formation des États. Et cet anthropologue avait dit, on a longtemps dit que ces sociétés fonctionnaient avant l'État. C'est-à-dire que même si on n'est jamais arrivé à se mettre d'accord sur comment l'État est apparu et s'est construit, il y a des analyses sur les sociétés avant l'État. Et Pierre Classe disait, ce n'est pas avant l'État, c'est contre l'État. C'est-à-dire que dans ces tribus, on faisait de la politique qui était un type de politique qui n'est pas la politique qu'on fait aujourd'hui, et notamment la figure du chef, qu'il a énormément étudié. Le chef a un rôle très important, il incarne, il parle pour le village, c'est lui qui parle le mieux, c'est lui qui connaît mieux l'histoire du village, c'est lui qui le représente, mais il n'a aucun pouvoir de décision et aucun pouvoir de commandement. Et dans ces sociétés pré-étatiques, le politique était non coercitif. C'était une façon d'incarner et pas une façon de diriger, de réguler l'ordre. Et il y a eu un basculement, il y a eu un basculement dans le monde intellectuel y compris pour dire que la politique, c'était la construction de l'ordre. Et cet anthropologue, il disait non, c'est plus compliqué que ça. Et c'est ce fil, c'est pour ça que je viens aux larmes de la politique, mais il me semble que quand on regarde les émotions, les passions en politique, c'est se pencher du côté de quelque chose qui n'est pas du registre de l'ordre, mais qui est du registre de l'identité. Et les élus, il y a une partie de leur fonction qui est connectée à cette identité. Et moi, mon échantillon, c'est 250 élus locaux de premier niveau dans des postes de décision. Ça devient une piste éclairante. Alors, une petite séquence cinéma qui dure pas longtemps, Docteur Luc, mais pour illustrer ce que j'ai vu beaucoup dans mes entretiens, même là si ce n'est pas un entretien, et ensuite j'enchaîne. Parce que vous savez, on dit Georges Frêche, il est dur. On dit il est rude. Oui, je vais vous dire, vous ne faites pas 40 ans de vie politique si vous êtes un perdreau de la dernière couvée. Parce que la politique, c'est un monde rude, où les trahisons sont monnaie courante, et où les assassinats sont la norme. Mais, sous la dure carapace que je continuerai à arborer, oui, c'est vrai, je suis tendre. Et je n'en ai pas honte, parce que s'il n'y a pas de tendresse en vous, il n'y a pas d'humanité. Et s'il n'y a pas d'humanité, et s'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vie politique digne. J'ai préféré ignorer la haine des loups qui hurlent dans la nuit. Je suis battu à l'acier. Je suis tendre aussi. Mais je ne le montre pas. Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure. Et après, je pleure. Et alors bon, c'est du spectacle, c'est un film, c'est un documentaire, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un documentaire de Yves Geland, un très bon réalisateur, s'appelle Le Président, et c'est une caméra qui suit pendant 6 mois la dernière campagne électorale de Georges Frêche, donc président de la région Languedoc-Roussillon, et qui le suit au quotidien. Et quand on sort de ce documentaire, moi je demande à mes étudiants de le regarder avant de commencer les cours, parce que je leur dis déjà on aura gagné du temps, on a un film de la politique de l'intérieur absolument fantastique, en embrassade, en pleurs, en d'éclats, en solitude extrême, toute la panoplie, avec énormément de sentiments en permanence. Et Georges Frêche, il y a certains endroits où il se déplace, et comme Antonio Bassolino, les gens essayent de le toucher, juste le toucher, quand il vient dans une manifestation. Et ce que j'ai découvert dans mes entretiens, c'est que même si c'était pas fait de façon aussi théâtrale, mise en comédie, parce que c'est un grand comédien, Georges Frêche, vous avez vu La Larme, elle est extraordinaire, si on enlève le décorum, moi il me semble que dans beaucoup des entretiens que j'ai eus avec les élus, j'ai eu des confessions de ce type. Des confessions de ce type sur l'engagement émotif, l'intensité de l'engagement émotionnel quand on fait de la politique. Et du coup j'ai essayé de creuser ça de façon scientifique, avec des variables qui sont progressivement dessinées. L'idée, c'est de creuser ça, c'est-à-dire de dire les larmes, c'est pas seulement du décorum.
peut-être que ça a une fonction structurante dans l'activité politique. Et j'en ai fait donc un cours en master pendant plusieurs années, et c'est de ça dont je vais vous parler pendant les 10 minutes, les 9 minutes qui me restent, c'est comment je capte ces émotions, qui sont différentes pour chaque élu, hein, mais dans l'intensité, ça peut avoir à voir. L'intensité, j'ai plusieurs élus qui ont pleuré pendant l'entretien. Il y a un divan aujourd'hui. C'est faire un transfert tout à fait étonnant, alors que je maîtrisais pas très bien. J'ai essayé de lui donner un cadre un peu plus stabilisé pour pas être juste dans l'apprenti sorcier en matière de psychothérapie sauvage. Mais la charge émotive des témoignages des élus est stupéfiante. Longtemps, avec des étudiants de Sciences Po, on a accueilli une mère qui, aux questions qu'on a posées sur ses parents, s'est mise à pleurer en séance publique avec toute la difficulté qu'on a eu à mener l'entretien. Mais pour moi, c'est indispensable d'aller sur ce terrain. Et en gros, ce que je vais vous dire, je vais essayer de vous lister ce que j'appelle mes pépites dans le jargon du laboratoire PACT, c'est-à-dire les endroits où il me semble avoir fait des micro-découvertes, c'est-à-dire d'avoir découvert des choses dans le rapport à la politique qui n'ont pas été jusqu'à présent beaucoup analysées. Alors, vous voyez 3 points. En gros, il y a une partie qui est sur le passé, sur le rapport au passé, tout ce qui vient le passé qui ne passe pas, les empreintes historiques, c'est les 3 premiers points que je vais développer. Ensuite, il y a quelque chose sur la façon dont on fait de la politique au quotidien, qu'est-ce qui se passe en termes émotifs. Et puis enfin, parler politique, qu'est-ce que ça signifie, c'est mes 2 derniers points. Donc je vais vous donner quelques éléments, hein. Je précise, je fais tout ça, moi aussi, d'une certaine façon, par passion. C'est un challenge avec mon directeur de thèse qui vient de passer à la retraite. Et je lui ai dit, pour ta retraite, je t'offre un bouquin sur cette partie que j'ai jamais écrite, Les larmes du pouvoir. Et je suis en train de le finir. Et en septembre, j'espère que j'aurai fini. L'ossature du bouquin, c'est ça. Donc, je vous raconte ce que je vais mettre dans ce bouquin. Alors, sur le passé, trois résultats, hein, pour aller très vite et de façon un peu caricaturale. Premier résultat, quand on fait parler des élus sur leur petite enfance, donc bien avant qu'ils fassent de la politique, on s'aperçoit que ressort de façon beaucoup plus importante dans les témoignages de tout le monde la part de traumatisme, de périodes difficiles, de périodes dures, parfois violentes, des traumatismes familiaux, des pertes de proches, des ruptures, des événements familiaux ou des événements dans le territoire d'une très forte intensité. Moi, j'y prêtais pas trop attention au début, et quand ça revient systématiquement, ça m'a interloqué. En tous les cas, moi, il y a une piste que j'essaye de creuser sur l'idée de qu'est-ce qui fait, là, on voit Georges Ferch, qu'est-ce qui fait cette peau de crocodile, cette insensibilité des élus au conflit en permanence. Je pense qu'il y a peut-être une piste à creuser dans un rapport aux autres qui a été marqué par des événements tragiques, parfois, qui font qu'on fait de la politique plus facilement. Et on est moins touché par le quotidien de la politique, qui est aussi de la violence, qui est aussi de la tension, qui est aussi de la remise en cause. Et il y a des éléments, alors c'est pas que du traumatique, mais c'est des empreintes fortes. Il y a des éléments par exemple, qui ressortent dans le témoignage tout à fait troublants sur le rapport au père, à l'autorité paternelle. C'est pas vrai dans tous les territoires, mais dans certains territoires, ça ressort systématiquement. À Naples, je crois qu'on n'a pas eu un seul entretien où les gens rencontrés ne nous ont pas raconté leur rapport à l'autorité paternelle, avec des micros-exemples pour montrer soit qu'ils étaient en opposition complète, soit qu'ils étaient en adhésion, soit qu'ils étaient en blessure qu'ils n'ont jamais pu traduire autrement que dans la politique. Donc un rapport très sensible, mais ce rapport-là, il faudrait faire une comparaison avec la ville de Milan, puis avec la ville de Munich, pour voir comment ce rapport au père, pour certains élus, sera beaucoup moins important. En tous les cas, l'équation familiale vue sous cet angle, hein, et aussi le dialogue père-mère, tous les élus argumentent la position du père et de la mère par rapport à la politique. Et on s'aperçoit d'ailleurs à cette occasion que souvent, ils ont des parents qui ne sont pas d'accord sur le plan politique. Mais ils racontent comment ils sont positionnés dans ce contexte. Deuxième piste, deuxième résultat que j'essaye de mettre à jour sur les éligibles. Donc je vous disais, Marc Abélès a montré que pour faire de la politique, il y avait des caractéristiques très précises. Et moi, l'élément supplémentaire que j'amène à la théorie d'Abélès, c'est que je me suis aperçu que les éligibles, ils deviennent des élus, et ils sont le virus de la politique. En général, dans leur première campagne électorale, il se passe quelque chose sur le plan émotionnel. Quand je demande aux élus de me raconter leur première campagne électorale, à chaque fois, on s'aperçoit que c'est un moment fondateur, c'est un moment où il s'est passé quelque chose d'important vis-à-vis des colistiers, mais vis-à-vis de la population, dans l'exposition de soi. Vous savez, il y a quelque chose de tout à fait curieux. Quand on demande à un élu pourquoi vous faites de la politique, il répond toujours par hasard et je suis un atypique. Tous, pratiquement sans exception. Et
nous, alors travail de déconstruction du sociologue, c'est de voir que même s'ils sont convaincus de leur réponse, c'est pas par hasard et ils sont pas si atypiques que ça, puisqu'on peut faire des catégories très... Par contre, cette empreinte, cette première empreinte, elle est unique. C'est-à-dire que c'est bien dans cette façon territoriale, sur un combat politique, où on fait une profession de foi, où on va devant les électeurs, qu'il se passe quelque chose. Et moi, je fais l'hypothèse que c'est cet événement-là qui structure le fait qu'après, ils resteront en politique. Parce que c'est un des grands mystères de la science politique. Pourquoi on continue, on reste en politique, malgré tous les inconvénients de la fonction. Et on peut faire l'hypothèse qu'il se passe quelque chose d'important à ce moment-là. Et puis la troisième clé, tout ça, hein, je le travaille avec mes étudiants. La troisième clé, c'est les sentiers de dépendance. Alors, il y a des théories de Sciences Po à l'échelon national sur le sentier de dépendance aux institutions. C'est l'idée que d'un pays à l'autre, on n'a pas le même rapport aux institutions en fonction d'une histoire, d'une épaisseur historique. Et qu'en France, par exemple, notre rapport à l'éducation, notre rapport à la SNCF, notre rapport à l'armée, il est construit par des institutions qui donnent un certain nombre de codes et on ne change pas facilement parce qu'on est lié à une histoire longue des pratiques. Et moi, je fais l'hypothèse qu'il y a aussi des sentiers territoriaux, c'est-à-dire quand on écoute les élus nous raconter comment ils font de la politique, on s'aperçoit qu'il faut connecter cette donnée avec où ils ont été enfants quand ils faisaient de la politique. Et quand on a été dans le Nord, quand on a été en Algérie, quand on a été de parents immigrés, quand notre territorialité dit des choses importantes sur notre façon de faire de la politique, il y a des sentiers territoriaux de dépendance, une façon de concevoir le monde qui vient des territoires, et donc il faut aller par cette histoire pour comprendre l'élu local. Et là, c'est toujours la même chose, c'est des intuitions qui passent au rang d'hypothèses un peu solides quand on a, moi j'ai 200, avec les travaux d'étudiants, j'ai près de 200 entretiens sur ce registre. Je précise, parce que je ne l'ai pas encore dit, il y a une règle du jeu dans ces entretiens, ce sont des entretiens entièrement anonymisés et placés sous le sceau de la confidentialité. C'est-à-dire que le pacte, quand on engage un entretien, même quand il y a beaucoup d'étudiants, c'est que ce matériau, s'il est utilisé, et moi je l'utilise pour mes recherches, il est utilisé de façon totalement anonymisée. Et puis troisième, bon, j'avance que le temps passe. Deuxième entrée, la politique au quotidien, la façon dont les élus jouent de leurs émotions au quotidien. Il y a deux pistes que je creuse. D'abord, la confiance-méfiance vis-à-vis des habitants. Il y a un récit très très fort sur les élus sont obsédés par les habitants, par la façon, la qualité du contact, notamment quand ils accueillent les habitants, la qualité et la proximité du dialogue. Et j'avais vu ça avec un psychiatre. Il y a un phénomène assez étonnant où il développe une pathologie qui est, je pense chacun, mais eux ils la développent, c'est la pathologie de la paranoïa, c'est-à-dire que les élus qui prennent de l'importance sont à la fois très attirés par les gens et en angoisse permanente d'être trahis par ces mêmes personnes. Et il y a un jeu tout à fait curieux dans le rapport aux individus qui se construit émotionnellement pour les élus locaux. Et puis l'autre piste développée dans mes recherches, c'est la façon dont les élus entrent dans les tournois d'action publique, la façon dont ils gagnent ou ils estiment gagner. Quand on pose à un élu la question de savoir quel est son trophée ou ses principaux trophées dans sa carrière, très étonnamment, il répond pratiquement jamais ce qu'on attend qu'il va répondre. C'est-à-dire que ce qu'on voit de l'extérieur comme étant des trophées, la construction d'un gymnase, la réalisation d'une autoroute, la médiation dans un conflit social très grave, eh ben c'est pas forcément ça. L'élu, il a sa représentation des trophées qui est aussi liée à des dimensions émotionnelles. Et par exemple en Italie, c'était mon cas d'études et d'école, mon révélateur, 80% des élus me disaient que leur premier trophée, c'était leur dernière victoire électorale à 17 voix près contre l'adversaire dans telle circonscription. Et ce même interlocuteur, il venait de faire un travail pour la structuration du métro à Naples tout à fait révolutionnaire et il ne m'en parlait pas. Donc son trophée, lui, c'était d'avoir des habitants qui ont voté pour lui, donc ont reconnu son action. Et puis enfin, dernier point, j'irai plus vite, on essaie d'étudier comment les émotions se traduisent dans la façon dont les élus parlent, dont les élus locaux parlent. Et là aussi, j'ai eu des témoignages tout à fait étonnants d'élus qui me racontaient que une des raisons pour laquelle ils sont restés en politique, c'est qu'ils ont découvert le pouvoir de la parole. Alors vous savez, c'est la formule célèbre de Michel Foucault qui dit « les mots font violence aux choses ». Et d'une certaine façon, les élus ils découvrent vite que les promesses font violence à la réalité. Et que quand on parle bien et quand on peut énoncer des promesses, on prend une autre stature. J'ai beaucoup d'élus locaux qui ont ensuite été même ministres, qui ont eu des mandats très importants, qui disent qu'ils ont découvert que
C'était leur vocation, la politique, parce qu'ils savaient utiliser ces mots et qu'ils savaient impacter leur public, pas forcément de façon très rationnelle, mais ils savaient tenir leur public en haleine et que c'était un des éléments qui faisait qu'ils continuent à faire de la politique. Alors il y a 2 champs après de réflexion. Les mots impactent sur des référentiels et sur des récits. Là, on est dans de la technique, mais les référentiels, c'est 2 frontières. Hein. C'est des élus qui s'aperçoivent que quand ils parlent, ils peuvent changer la frontière public-privé. Ils peuvent dire, la question de la solidarité, c'est pas seulement tel dispositif, mais c'est tel autre dispositif à inventer. C'est une autre façon de concevoir notre rapport aux individus, et il faut bouger les lignes. Et on a des récits tout à fait passionnants des élus, sur les transports, sur l'insertion, sur la culture, des gens qui à un moment disent, l'action publique doit faire différemment l'intervention publique. Et puis l'autre domaine, c'est les récits territoriaux, identitaires. Les élus locaux en permanence racontent leur territoire. Ils racontent la frontière entre nous et les autres, entre notre communauté et les autres. Et là, on a en permanence un matériau très riche pour comprendre comment ils se situent contre leurs voisins ou contre tel type de collectivité. Aujourd'hui, mon chantier, ce sont les métropoles, la métropolisation. Et c'est passionnant de voir comment la question de la métropole, c'est d'abord un récit qu'ont les élus sur le territoire et les territoires voisins. Et des élus qui sont en pleine métropole, mais qui ont un discours anti-métropolitain, parce que identitairement, c'est ce discours qui fait sens. Et ça, on le retrouve dès que les gens s'engagent en politique à l'échelon local. Je sors d'une réunion il n'y a pas longtemps sur 3 communes dans l'agglomération grenobloise, je ne vous dirai pas où ils expliquaient qu'il y avait ces 3 communes, il y en a 2 qui se haïssaient historiquement depuis 2 siècles, et en conséquence, les services publics, le chasse-neige, quand il passait sur une des communes, il levait sa lame, parce qu'il n'avait pas la compétence pour déneiger sur la commune, et puis il remettait ses lames après. Alors on dit c'est absurde, c'est incohérent, et pour moi c'est produit par des récits très longs, et tant qu'il n'y aura pas un récit très construit par les élus et par d'autres acteurs qui expliquent que si, il faut que la lame elle passe aussi sur cette commune, l'action publique ne pourra pas s'enclencher. Mais du coup c'est de trouver les outils qui permettent d'aller sur ce terrain, et il me semble que le cycle que vous avez mis en place il est particulièrement fécond. Si j'ai assisté avec attention à beaucoup des séances précédentes, c'est que à chaque fois je vois aller intervenir des gens qui ne sont pas du tout dans le champ de la science politique, et qui travaillent sur les émotions, sur les passions, sur le sensible, quand on travaille sur le bien-être, le bonheur, quand on travaille sur la violence, même si on n'est pas politiste, on a des outils. Et moi, il me semble qu'il faut aller sur cette piste. Et même la science politique se dit qu'il faut ouvrir un peu les portes. J'ai, avec un collègue qui d'ailleurs fait, lui, des travaux passionnants sur les passions tristes des élus du Front National. C'est-à-dire qu'il montre pourquoi, aujourd'hui, le Front National nous raconte une nouvelle façon d'être ému en politique. C'est les passions tristes en opposition aux passions joyeuses de Spinoza. C'est toute une réflexion sur comment les passions sont un moteur, et lui, il essaye de montrer. Et donc, avec ce collègue, on a fait dans un congrès de l'Association française de sciences politiques qui se tient dans quelques mois, un appel à projet en disant les passions en politique. On a envoyé ça, normalement on a 5-10 réponses, dont quelques doctorants, et puis on fait une petite table ronde. On a eu 60 réponses. Et on s'est aperçu que d'une part, la jeune recherche était très friande de cette entrée, c'est-à-dire elle disait c'est une équation qu'on doit mettre dans nos outils d'analyse, même si on n'a pas la tradition, parce qu'on ne travaille pas sur les larmes en politique, en sciences politiques. Mais surtout, ce qui nous a plus surpris, c'est que des psychologues, des géographes, des philosophes, des historiens ont répondu. Alors d'ailleurs, en connaissant pas très bien les codes de nos congrès, hein, ça fait des quiproquos amusants après sur l'organisation du congrès, mais en disant nous on a des choses à vous dire, et c'est évident que les émotions de colère, de dépit, ça fait longtemps qu'on les travaille et elles expliquent une partie du politique. Et moi je suis très séduit du coup par cette démarche qui consiste à essayer, sans perdre ces fondamentaux, de tisser des hypothèses entre différents champs de connaissances pour mieux capter cette dimension de la politique qui est a priori assez insaisissable. Je vous remercie pour votre attention. Merci.